Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous serai obligé de prendre place pour les derniers d'entre vous, car notre temps est extrêmement limité pour les raisons que vous connaissez. Je vous remercie d'être présent et de l'attention que vous portez à la thématique qui est celle d'aujourd'hui. Je remercie surtout et en premier Pascal Horry d'avoir accepté, malgré les charges historiennes qui sont les siennes aujourd'hui à Blois, qui sont d'ailleurs celles de beaucoup de nos collègues, d'avoir accepté de coordonner cette table ronde, ainsi que Jean-Claude Vaquet, dont vous connaissez la qualité, François Ploton-Nicolet et Xavier Greff, auquel je me relie par une complicité presque trentenaire, je crois, à propos de l'économie du patrimoine, qui est l'une de ses spécialités et qui constitue l'un des arrière-plans essentiels des activités de l'école. Je ne vais pas parler plus longtemps pour éviter de prendre du temps sur la table ronde. Je dirais simplement que nos deux principaux soucis aujourd'hui concernent la formation des candidats au concours de conservateurs. Comment peut-on garantir une formation spécialisée aux élèves dès l'instant où l'on n'est pas certain que la totalité des prérequis soit présent. Et le second problème concerne la réorganisation du panorama universitaire. Comment garantir une personnalité à la fois administrative, juridique et intellectuelle de l'établissement dans le cadre des nécessaires regroupements des établissements au sein des communes et, pour ce qui nous concerne aussi, de l'établissement public Campus Condorcet. Ces difficiles questions seront évoquées, peut-être résolues. Je vous laisse la parole. Thierry Coulon est dans le métro et nous rejoindra dans quelques instants. Il fera une entrée théâtrale. Merci, monsieur le directeur. Merci de m'avoir confié cette lourde tâche. Donc, devrais-je vous remercier, vous maudire, je ne sais pas. Mais je suis bien entouré et très sincèrement, mon rôle sera essentiellement de passer la parole et de la faire circuler. Je ne suis pas sûr qu'on ait la possibilité de la faire circuler dans le peuple, donc dans le public. L'infrastructure détermine la superstructure malgré tout et nous devons vraiment avoir terminé nos travaux, appelons ça quand même nos travaux, à 10 heures, une horloge ici en sera la garante. Merci aussi monsieur le directeur de m'avoir donné une feuille de route parce que les questions que vous avez abordées, il va falloir que non pas on les résolve bien entendu, mais qu'on les aborde, c'est la moindre des choses. Je remercie les invités, y compris donc Thierry Coulon qui va nous rejoindre, d'avoir accepté de venir comme vous quasiment aux aurores. Mais là aussi, on sait qu'en dehors d'autres considérations, des contraintes de haute politique nous y obligent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va arrêter l'ensemble de cette discussion à 10 heures. Et puis je me permets de faire une remarque avant de présenter les 3 plus 1 intervenants. C'est que, effectivement, vous l'aurez remarqué, il y a une petite différence entre le panel qui est sur scène, on peut dire c'est une scène, hein, quelques centimètres ça change tout, quand on a été enseignant on sait que ça change tout, et la salle et surtout je dirais la sociologie des élèves de l'école. Comme vous le voyez, il n'y aura que des hommes. Donc je préfère faire la remarque avant qu'elle soit faite ou que in petto vous la fassiez. Voilà, ça dit beaucoup de choses sur une société. Mais ce sont quand même des hommes qui ont leurs compétences et qui sont d'ailleurs de toute façon pas tous archivistes, paléographes ni professeurs dans l'école. Mais c'est le cas quand même du premier que je donnerai tout à l'heure la parole, François Ploton-Nicolet, auquel d'ailleurs je vais laisser le soin de rappeler l'intitulé de sa chaire, on peut appeler ça sa chaire, pour qu'on sache de quoi il s'agit pour ceux qui ne sont pas élèves dans l'école. L'intitulé précis est « Histoire et tradition manuscrite des textes littéraires ». Voilà. François Ploton-Nicolet est donc à la fois archiviste paléographe, mais aussi professeur agrégé. Il a été universitaire et il est, à mon avis, très représentatif de ces générations où effectivement l'école, l'université sont en symbiose. Et on va parler tout à l'heure de campus et de commu, pour ne pas dire de commuée, c'en est un autre témoignage. Je passerai ensuite la parole à
Xavier Greff, mon collègue aparien, professeur émérite de sciences économiques, mais aussi professeur associé à l'université de Tokyo, ce qui, dans le domaine des sciences économiques, est vraiment un bâton de maréchal, si je peux me permettre. Jean-Claude Vaquet, que j'ai l'occasion et le plaisir de rencontrer à plusieurs reprises, puisque mon université est associée au projet Campus Condorcet. Jean-Claude Vaquet est archiviste paléographe. On le connaît comme le chercheur qu'il est. D'ailleurs, nous sommes tous ici des chercheurs et des enseignants. C'est quand même important de le rappeler, même si c'est évident, c'est fondamental. Et Jean-Claude est entre autres évidemment connu comme directeur d'études à la 4e section de l'École pratique des hautes études, mais il est ici tout autant, en tous les cas principalement, comme président alors de l'EPCS, je ne me trompe pas, établissement public de coopération scientifique. Très bien. Ouf, j'ai passé l'examen. Donc, il y a beaucoup d'acronymes ce matin. Bon, on est en 2015 quand même. Bon, évidemment. Et de l'EPCS Campus Condorcet. Et Thierry Coulon, que je présente quand même en son absence, c'est plus facile, qui est depuis, si j'ai bien compris, moins d'un mois, 10 septembre 2015, président d'une commu, qui est la commu dont fait partie l'École nationale des chartes, si j'ai bien compris, et qui s'appelle PSL, Paris Sciences et Lettres, hein, je ne me trompe pas. Ouf. Bien, je vais maintenant quand même dire simplement 2 mots d'introduction. Se projeter dans l'École nationale des chartes au XXIe siècle, c'est se projeter dans ce matin, puisque nous sommes clairement depuis déjà un certain temps dans le XXIe siècle du calendrier. Même je pense que les historiens ne démentiront pas qu'en 2015 on était vraiment dans le XXIe siècle. Enfin, il faut se méfier parce que certains font commencer à juste titre le XIXe siècle en 1815, donc méfions-nous. Un grand événement absolument traumatisant peut survenir qui fasse désormais partir le XXIe siècle de 2016 ou de 2017, mais enfin, bon, sous cette réserve, nous sommes conventionnellement dans le XXIe siècle. J'aurais eu tendance à ironiser, comme tout à l'heure je me permettais d'ironiser sur la lecture genrée qu'on pouvait faire de ce dispositif de ce matin, c'est que, vous avez bien lu, c'est XXIe siècle, c'est pas XIXe siècle. Bon. C'est-à-dire que, effectivement, l'école est quand même, à mon avis, un établissement, un grand établissement tout à fait exceptionnel par sa longévité. Déjà, la longévité de l'école est un signe, elle engage, ça peut être parfois une pesanteur, mais je pense que c'est plutôt un dynamisme. Et j'ai vérifié tout à l'heure auprès des érudits que je croisais, il ne semble pas, car tout simplement, comme le faisait remarquer Jean-Claude Vaquet, ce n'était pas dans les pratiques de l'époque, il ne semble pas que Louis XVIII en 1821 ou Charles X en fin 1829, début 1830, il y avait peut-être quelques autres préoccupations, ait inauguré l'école. Donc d'une certaine façon, les augures, ils arrivent aujourd'hui. C'est également peut-être un signe. Je pense, avant de donner la parole pour commencer à François Ploton-Nicolet, je pense que nous n'aborderons évidemment pas en si peu de temps toutes les questions que, en particulier, les élèves, les enseignants, ici, les responsables administratifs de l'école, peuvent se poser sur son avenir proche, voire un peu plus lointain. Je pense que, par exemple, il y a une dimension qui méritera peut-être d'être encore retravaillée, même si je sais, par quantité de signes, que l'école est très engagée dans cette direction, c'est le défi que représente l'élargissement de la notion d'archive. Ça, c'est pas nouveau. Ça a commencé au 19e siècle, ça a commencé avec l'école, mais je dirais qu'aujourd'hui, l'enjeu d'archives, on reviendra tout à l'heure sur la numérisation, hein, dans le domaine des SHS, je crois que Thierry Coulon a beaucoup de choses à nous dire là-dessus, et mes collègues aussi. Mais je pense plutôt à l'élargissement de la notion d'archives vers des archives qui n'ont aucun rapport avec le textuel, du moins directement, qui sont des textes en images d'une certaine façon. Et là, je pense que l'école est tout à fait à jour, mais je pense que c'est en même temps un défi, et que le principal non pas problème, hein, la principale question qui se pose à l'école au XXIe siècle, c'est qu'elle n'est pas seule au monde, elle aura intérêt à développer des synergies, et je pense qu'en revanche, nous aurons le temps d'évoquer la question de la dimension internationale des enjeux. Parce que sans vouloir sortir le violon de la globalisation, je pense qu'incontestablement, une école d'excellence, précisément parce qu'elle est une école d'excellence, qu'elle prétend l'être, etc. Bon, et puis il n'y a pas d'excellence, il y a que des preuves d'excellence, doit se poser la question de la dimension internationale de son action. Voilà.
c'est pas du tout une feuille de route. Et je laisse d'abord à François Ploton-Liquet le soin d'intervenir du point de vue qui peut, semble-t-il, être le sien, celui des humanités classiques, puisque si on va dans une direction, c'est qu'on vient aussi de quelque part. Et je ne vais pas rattacher les humanités classiques seulement au passé de l'école, mais à leur présent. La preuve, sa présence. Comment voit-il cette projection dans un 21e siècle au contour flou, en ce qui concerne cette notion, d'ailleurs elle-même peut-être à définir, d'humanité classique? Oui, l'humanité classique, ce qu'on entend par là de manière générale, c'est évidemment l'étude des langues et des cultures anciennes, étude qui, à l'école, Deschartes, s'ancre dans une tradition qui remonte en fait à ses origines, autrement dit à sa création au XIXe siècle. Et c'est une tradition qui s'est affirmée en opposition à un modèle qui était jusque-là prédominant, qui était incarné à la fois par la pratique universitaire et par la ratio studiorum des collèges jésuites qui s'était transmise au lycée napoléonien. C'est un enseignement qui était marqué avant tout par la rhétorique, par l'étude exclusive des classiques, Cicéron, Virgile, Ovide en tête, et puis par des exercices académiques, le discours latin, le vers latin, exercices dont d'ailleurs la version latine et le thème latin tel qu'on les pratique à l'heure actuelle ne sont jamais que les avatars, aussi utiles et estimables qu'ils puissent être par ailleurs. Autrement dit, ce modèle dominant, c'est un modèle dans lequel les langues anciennes étaient considérées comme des fins en soi, ce qui explique souvent les mauvais procès en inutilité que leur a fait depuis 2 siècles une société occidentale séduite toujours plus et avec constance par les mirages de l'utilitarisme. Alors en face de ce modèle dominant qui est encore présent à l'heure actuelle dans le paysage intellectuel français, l'école Deschartes a développé une tradition intellectuelle fondée avant tout sur l'étude du document et sur la démonstration historique. Ça s'explique très bien historiquement, hein, on était dans le contexte du positivisme historique, hein, pour brosser les choses à grands traits. Et ça, c'est une caractéristique que l'école Deschartes partage avec un certain nombre d'autres grands établissements. Je pense en particulier à l'école pratique des hautes études, qui elle aussi est née au XIXe siècle, dans la même volonté de rupture avec ce modèle très rhétorique. Alors évidemment, dans ce contexte, l'étude de la langue ancienne n'est plus une fin en soi, mais avant tout un moyen d'accéder à une connaissance en exploitant le document. Il s'agit avant tout d'interpréter le document, de le traduire pour le mettre à disposition du plus grand nombre, ce qui suppose une bonne connaissance de la langue, mais encore et surtout de le replacer dans le contexte culturel de son élaboration, et surtout d'être capable de le corriger, voire d'en faire sur des critères linguistiques la critique d'authenticité. Et ça ne demande plus seulement une bonne connaissance de la langue ancienne, ça demande une connaissance intime de la langue ancienne. Autrement dit, l'école Deschartes a une approche très technique de la langue ancienne, qui repose sur la méthode philologique, hein, la critique du texte, son interprétation, et parfois même sa reconstruction, en tout cas toujours l'étude de sa genèse. C'est la raison pour laquelle l'école Deschartes n'a jamais pu envisager de renoncer à l'enseignement et à l'étude des langues anciennes. D'ailleurs, une expérience récente a été riche d'enseignement. Dans les années 90, soucieuse d'adapter son mode de recrutement à la situation nouvelle de l'enseignement secondaire, l'école Deschartes a ouvert, à côté de son concours d'entrée classique, qui à ce moment-là est devenu le concours A, un concours d'entrée moderne, où le latin n'était plus seulement n'était plus obligatoire, mais était optionnel. Dans le courant des années 2000, les enseignants se sont rendus compte que les élèves non latinistes étaient gênés par cette lacune dans leurs études,
mais aussi ensuite dans leur pratique professionnelle, dans le cadre des archives anciennes, des bibliothèques anciennes. Et donc on a mis en place très naturellement des enseignements obligatoires de latin afin que tout le monde ait une connaissance minimale de la langue latine. C'est dire à quel point le besoin de langues anciennes est un besoin impérieux à l'école. Alors comment est-ce qu'on envisage les langues anciennes en 2 mots à l'école des Chartes? Les langues anciennes, c'est avant tout le latin, très peu le grec, somme toute. On peut le regretter, et l'on s'emploie d'ailleurs à combler ce vide, mais ça s'explique par le fait qu'on étudie à l'école des Chartes avant tout l'histoire nationale, où le grec a, somme toute, peu de poids. Je mentionnerai quand même que les langues anciennes, c'est aussi, à l'école des Chartes, l'ancien français, l'ancien occitan et les autres langues romanes qui ont été parlées sur le territoire national. L'étude des langues anciennes à l'école des Chartes, ce n'est absolument aucune prédilection pour une période particulière. On étudie le latin de l'Antiquité classique, mais aussi et surtout peut-être le latin de l'Antiquité tardive, c'est-à-dire les 3e, 6e siècles, le latin du Moyen-Âge, qu'on appelle le médio-latin, et puis le néo-latin, c'est-à-dire le latin de l'époque moderne depuis la Renaissance. L'enseignement et l'étude des langues anciennes à l'école des Chartes, ce n'est pas le culte exclusif des belles lettres. Le chartiste porte son attention, bien sûr, sur le texte littéraire, mais aussi sur des écrits qui n'ont pas ou qui ont peu d'ambition littéraire, le document d'archives, les inscriptions. Après tout, une épitaphe, aussi modeste soit-elle, est un document historique. Et puis jusqu'aux graffitis et aux documents les plus modestes. Le chartiste porte enfin, et de plus en plus depuis une trentaine d'années, ça rejoindra ce que disait en introduction monsieur le directeur, son attention sur les arts figurés. Or, pour le Moyen-Âge, pour l'époque moderne, a fortiori, et au moins jusqu'au XIXe siècle, la connaissance de la langue et de la littérature latine est souvent, sinon toujours, nécessaire à l'étude des œuvres, qu'il s'agisse de scènes mythologiques, de gravures accompagnées d'une épigramme ou même d'un titre en latin. Enfin, les langues anciennes à l'école des Chartes, c'est depuis une dizaine d'années les potentialités ouvertes par les nouvelles technologies qui ont révolutionné l'étude des textes anciens en permettant par exemple la recherche sur des corpus de textes à travers des bases de données, en ouvrant aussi la possibilité d'édition critique extrêmement fine et érudite grâce à l'outil informatique, et enfin en permettant la diffusion des documents au plus grand nombre, sous forme d'éditions électroniques et de clichés numériques. De ce point de vue, peu de disciplines, j'insiste là-dessus, ont autant profité des humanités numériques que la philologie latine. Le développement d'un diplôme de master appliqué aux technologies numériques, de ce point de vue-là, a révélé aussi toute la fécondité de l'informatique appliquée aux langues anciennes. Autrement dit, les langues anciennes à l'école des Chartes, c'est tout sauf une réalité poussiéreuse. Première image d'Épinal que je voudrais, si j'y arrive, battre en brèche ici, c'est celle du gaffio jaunissant sur les rayonnages poussiéreux d'une bibliothèque. De toute façon... Ça a beaucoup de charme, un gaffio jaunissant, hein, d'ailleurs. Un charme, effectivement, mais qu'on pratique très peu à l'école des Chartes, puisque au concours d'entrée, dans une épreuve, en tout cas qui est celle de version latine, pour le concours classique, les lauréats doivent se passer du dictionnaire. Ils apprennent leur vocabulaire, autrement dit, ils le transportent avec eux, ils l'enrichissent quotidiennement, et c'est donc une réalité vivante, et non pas livresque. Alors si la question du latin se pose à l'école des Chartes, je pense que ce n'est pas dans le cadre d'un débat de fond pour ou contre le latin. C'est pour des raisons pratiques. L'enseignement des langues anciennes, ça me fait mal de le dire, mais il faut le dire, est incontestablement en recul dans l'enseignement secondaire et singulièrement au lycée, à cause des choix d'orientation des élèves, à cause aussi probablement d'un défaut de réflexion grammaticale
dans l'enseignement tel qu'il est pratiqué dans les petites classes. Hein. Et donc il y a un recul du point de vue quantitatif et du point de vue qualitatif. Hein. Alors, dans ces conditions, est-ce que l'école pourra continuer, hein, sur le long terme, à recruter, comme elle le fait encore à l'heure actuelle avec bonheur, de bons latinistes pour en faire ses élèves? Je dirais que si elle n'y parvient plus, elle sera intrinsèquement contrainte à prendre en charge l'intégralité de la formation de ses élèves en langue latine, ce qu'elle fait d'ailleurs déjà dans le domaine de l'ancien français, de l'ancien occitan. C'est donc possible. C'est possible, mais ce serait dommage. Et j'en terminerai par là, en essayant de battre en brèche une autre idée courante, et qui n'en est pas moins fausse. Ce serait dommage parce que ce serait renoncer à un superbe outil de démocratisation du savoir et de justice sociale. On entend, et de plus en plus ces derniers temps, taxer dans les médias les langues anciennes d'élitisme. À vrai dire, tout dépend de ce qu'on entend par élitisme. S'il s'agit d'élitisme intellectuel, peut-être, et je ne vois pas en quoi ce serait condamnable. S'il s'agit d'élitisme social, ce serait une très grave erreur, parce que tout le monde, toute catégorie socio-culturelle confondue, est à égalité devant les langues anciennes. Ce ne serait pas du tout le cas dans les langues vivantes, où évidemment une prime, et une prime lourde, est donnée à ceux dont les parents ont les moyens de les envoyer en vacances à l'étranger, de leur payer une nurse anglaise, ou de les faire voyager au gré de leurs mutations internationales. Le latin s'apprend de manière modeste et scolaire, mais tout le monde est sur un pied d'égalité face à lui. Et c'est probablement ce qui explique que le concours d'entrée à l'école des Chartes, où le poids du latin est prépondérant, en tout cas concours A, hein, le latin et ou le grec, selon les choix d'option, représente 33% des coefficients d'écrit et 20% des coefficients d'oral. Et pourtant, sans que l'école des Chartes ait eu jamais à instaurer des quotas, ces concours, de manière très régulière depuis une quinzaine d'années, reçoivent à peu près 30% de boursiers. C'est donc bien la preuve que le latin n'est pas l'instrument d'un élitisme social. Merci François Ploton, Nicolas, y compris par l'administration de la preuve à la fin, parce que l'argument final est plus lourd que les phrases qui ont précédé. Je sens bien, avant de donner la parole à mes trois autres collègues, que chacun des exposés mériterait une journée de débat. Voilà, nous allons être frustrés, nous lançons quelques graines, enfin elles ne sont pas si neuves que ça, ces graines. Nous verrons si nous avons le temps de rebondir, effectivement d'ailleurs sur la comparaison avec le monde anglo-saxon, sur cette question. Mais je donne tout de suite la parole à Xavier Greff, qui est des membres du panel, celui qui est le plus protesté de son incompétence par rapport aux enjeux de ce matin. Mais non, parce que, outre d'autres considérations plus personnelles, Xavier Greff est l'un des spécialistes reconnus de l'économie de la culture. Et alors, dussé-je écorcher quelques oreilles, évidemment, un chartiste, un archiviste paléographe ne doit pas se considérer au XXIe siècle comme complètement étranger à cette notion d'économie de la culture. Ou alors c'est qu'il n'aurait pas tout à fait compris le fonctionnement de cette société. Voilà, je lui donne donc tout de suite la parole, en particulier en focalisant sur ce fameux mot de patrimoine, dont l'historique a déjà été fait, mais il faudrait sans arrêt y revenir, parce que patrimoine, comme vous le savez, je n'apprends rien à personne dans cette salle, mais au-delà de ces murs, oui, il faut le rappeler sans arrêt, c'était un vocabulaire de notaire au XIXe siècle. À la fin du XXe, ça s'est enrichi de toute la tradition qui part d'ailleurs de Guizot, monuments historiques, puis sites, puis archives, bibliothèques, bon, voilà. Et maintenant, c'est même, voilà, le terme patrimoine, à la limite, pourrait résumer pour certains l'ensemble des activités culturelles. Mais l'économie du patrimoine, il me semble que c'est un véritable enjeu pour une école et surtout pour ses élèves, non ? Bien, merci beaucoup. Je ne parle pas très fort, donc n'hésitez pas à me relancer. D'abord, merci beaucoup à Jean-Michel Legnaud pour son invitation à être parmi vous. Je sens que je suis tout à fait marginal et en plus, en vous écoutant, je me suis souvenu soudain que j'avais vu 1/20
au bac en latin, donc coefficient 4, donc ça avait été très dur à rattraper. Bon. Alors effectivement, je suis un peu, je ne me considère pas comme marginal, mais c'est vrai que si on peut se rencontrer sur l'objet, c'est-à-dire, et là j'utilise tout de suite un terme très économique, la mise en valeur du patrimoine, les différences de méthode, de logique, d'instruments, font qu'on est dans un monde un peu à part. Le risque étant d'ailleurs, et je voudrais dire que de ce point de vue-là, les économistes ne sont pas tous pareils, c'est de prétendre au nom de l'économie substituer des logiques économiques à des logiques qui sont culturelles et qui sont intrinsèques en quelque sorte au champ du patrimoine culturel. Donc c'est pas là l'enjeu, bien entendu. Mais ce qui est vrai, c'est que depuis une quarantaine d'années, si je prends un temps un peu historique, on voit apparaître dans beaucoup d'ouvrages, beaucoup de discours, une phrase du genre, je la synthétise, le patrimoine n'est pas seulement une charge, mais il devient un atout pour une société. Alors ce discours a pris plusieurs formes qui ont été en augmentant, qui ont été relayées, d'abord par l'UNESCO bien sûr, mais là c'était en quelque sorte son rôle, mais qui était très loin dans ce plaidoyer en faveur de la contribution du patrimoine au développement économique. Donc ça a pris d'abord la forme de la création d'emplois, ça a été un des grands thèmes, et dès les années 75-76, par exemple au Royaume-Uni qui subissait une crise fantastique, on a vu un certain nombre de villes qui ont dit, eh bien, puisque nos activités traditionnelles s'effondrent, cherchons l'emploi, commençons à le chercher dans la réhabilitation d'un patrimoine, de nouvelles activités. Et un premier exemple, je donne parce qu'aujourd'hui c'est synonyme plutôt de richesse, même si elle est très mal répartie, c'est la ville de Manchester qui avait pris de plein fouet la crise, et la première chose qu'ils ont fait, ils ne savaient plus quoi faire, ils ont commencé par réhabiliter la fameuse gare d'où était parti le premier chemin de fer. Après, on a eu tout un débat, non seulement donc sur l'emploi, mais sur le cadre de vie, et donc la rénovation urbaine. Et ça, c'est important parce qu'on a un peu décalé, si vous voulez. Le premier débat, il a eu un avantage, bien sûr, c'est de mettre l'accent, mais il a eu aussi un défaut, c'est de considérer qu'il n'y avait de patrimoine qu'à travers le tourisme, en quelque sorte, ce qui est une dimension, mais ce qui ne peut pas être la seule dimension, bien au contraire. Donc le second débat, ça a été le rôle, au fond, du patrimoine dans la ville, et l'idée qu'avant d'attirer peut-être de nouvelles activités, de nouvelles personnes, encore faut-il que celles qui existent puissent y rester et puissent y trouver un cadre satisfaisant. Et puis il y a eu ces dernières années, je dirais depuis 2005 à peu près, un troisième grand thème qui est venu se surajouter, hein, il ne s'évacue pas les uns les autres, qui était le thème de la créativité, et qui a été au fond de dire ce qui était a priori un peu évident, mais vous savez, les économistes ils découvrent un peu le principe de l'eau tiède, hein, souvent, hein, faut pas, ils sont plus contents. Parfois de l'eau chaude quand même aussi. Oui, mais il faut qu'ils progressent. Voilà. Et donc l'idée était de dire qu'effectivement, au fond, toute création donne lieu à une mise en patrimoine, mais surtout que l'existence du patrimoine en tant que tel favorise la société créative, la ville créative. Certains ont dit, mais là, laissons ça de côté parce qu'on entre dans un débat de 8 jours, la classe créative, et ainsi de suite. Donc on a eu ces éléments et une multiplication d'études. Et je voudrais vous en donner deux exemples pris dans la France, ça ne va pas être long. On a par exemple une étude qui montre que l'empreinte économique du patrimoine culturel au niveau du pays touche environ 1,5 million d'emplois, un peu moins, mais cet ordre-là. Et si vous voulez, ça se décompose de la manière suivante. On a les emplois dans le patrimoine lui-même, c'est-à-dire les monuments, les musées, les archives, une partie de la lecture publique, etc. On a les emplois dans toute la restauration et la conservation, bien entendu, qui conduit à ça. Si j'utilisais ma langue officielle, donc je dirais il y a le front office et le back office, en quelque sorte. Mais allons-y. Enfin, je suis peut-être dans le 21e, mais c'est triste quand même. On a évidemment, alors là c'est la tarte à la crème que développent beaucoup de gens, à raison et un peu à tort, c'est tous les emplois dans le tourisme. Alors c'est-à-dire que l'équivalent en termes d'emploi des gens qui dans le tourisme travaillent pour les gens qui viennent visiter des musées
musées, assister à des festivals, etc. Et on a finalement, et c'était intéressant parce que dans le cas de la France, c'est la catégorie la plus importante, on a toutes les personnes qui, à travers tous les secteurs de l'économie, utilisent en quelque sorte les connaissances culturelles. C'est assez délicat à délimiter, je tiens à vous dire, du point de vue technique, parce qu'entre connaissances purement culturelles, je dirais, et connaissances purement scientifiques, l'interférence est permanente, mais c'est important. Ça représente à peu près 2% de la population active. Un autre exemple, si je prends, bon, pour rester très près d'ici, le Louvre qui a un budget de 218 millions d'euros à peu près, enfin il y a 2 ans, dégage un chiffre d'affaires à travers la mise en œuvre de sa propriété intellectuelle, les productions de livres, les tournages, les locations d'espace et bien entendu toutes les dépenses associées à ces 10 millions de visiteurs, enfin 10 millions étant le plafond quand même, ça a plutôt un peu baissé. Eh bien, on constate que le chiffre d'affaires du Louvre étant de 218 millions, l'empreinte économique est d'environ d'1,1 milliard. Donc on a, alors vous pourriez me dire, on a un coefficient multiplicateur de 5, un peu plus que 5. Il ne faut pas trop raisonner comme ça. Je sais que souvent à la radio, vous entendez des raisonnements du genre 1 euro en crédit si j'investis dans la culture, ça n'a aucun sens. Hein, il faudrait que je l'explique parce que en le disant comme ça, évidemment, ça n'a pas non plus grand sens. Mais ce sont des problèmes, mais on sent bien que quand même il y a un effet très important, il y a un effet significatif, et donc on n'a plus en quelque sorte à démontrer aujourd'hui que le patrimoine participe au développement. Après, bon, il peut y avoir des excès dans la présentation, des discours autoréalisateurs, etc. Mais c'est du jeu. Alors, on a cette force d'un côté. De l'autre côté, on a évidemment des défauts dans le système. Alors, il y a un certain nombre de défauts économiques ou de problèmes économiques. Je ne vais pas insister là-dessus, c'est strictement économique, ce que nous appelons les effets d'éviction, bon, tout ça, je laisse ça de côté, c'est pas très intéressant. On a quand même des problèmes un peu plus conflictuels sur la nature des patrimoines et la manière de les préserver. Alors, comme on est dans une semaine historique pour vous, puisque c'est le vote, enfin c'est le début du vote sur la loi, donc il y a cet acronyme à peu près indicible, LCAP, je crois, enfin, loi création, architecture, patrimoine, création, architecture, patrimoine, donc qui va passer au Sénat bientôt. Vous savez qu'il y a un débat latent qui est sur est-ce que finalement l'État abandonne, hein, parce que c'est ça l'enjeu, ses prérogatives aux élus locaux, ce qui renvoie en gros au rapport de force qui se joueront sur le terrain pour savoir ce qui va s'y faire. Et est-ce que d'ailleurs c'est un autre débat qui est dans la loi mais qui n'est pas beaucoup visible, qui est le poids relatif des forces du côté de l'environnement et de la culture, puisqu'il est probable que justement cette délégation de pouvoir au niveau local va entraîner, compte tenu des demandes sociales que l'on connaît aujourd'hui, une emprise beaucoup plus forte des environnementalistes sur les autres en quelque sorte. Donc on a ce problème-là. Et puis on a un autre défaut, moi je trouve, ou un autre problème, je ne veux pas dire un problème, un défaut, je veux plutôt dire un problème, qui est évidemment ce que certains pourront appeler la kitschisation du patrimoine. Alors, par kitschisation du patrimoine, je ne fais pas allusion ici à au kitsch sympathique, enfin je veux dire, peut-être que pour vous c'est le pop, enfin je ne sais pas, on ne va pas entrer dans ce débat tout à fait passionnant par ailleurs, mais véritablement à une dénaturation par étape en quelque sorte, à une dégradation par étape, et je tiens à vous dire ici que c'est extrêmement dangereux, on va y revenir indirectement tout à l'heure, mais nous on le voit dans les études de fréquentation des musées, quand on cherche à voir pourquoi les gens n'y vont plus, parce que il ne faut pas trop se faire d'illusions, je veux dire, 95% des musées en France voient leur audience diminuer radicalement en ce moment, donc, et surtout chez les jeunes. Le problème de la kitschisation du patrimoine, c'est qu'au fond, il devient de plus en plus substituable avec la virtualisation du patrimoine, et que finalement le virtuel l'emporte en quelque sorte, et que à ce moment-là,
alors on peut le regretter, on peut s'en réjouir, mais c'est une tendance très forte de la société actuellement, ce qui explique d'ailleurs pourquoi, par exemple, aujourd'hui, dans les musées, les monuments, il est absolument vital d'avoir une manière numérique, j'allais dire, de faire visiter, qui soit extrêmement attrayante. Moi, je pense que ça passe par les jeux. Des musées au niveau international, on fait bien les jeunes, en commençant par leur faire jouer sur le prix des œuvres d'art, mais comme dans un jeu vidéo interactif, et puis après on leur dit, allez voir les œuvres dans le musée, et ça marche d'ailleurs. On fait ça au Louvre, on va voir s'ils veulent le faire. Pour remplir les salles qui ne sont pas visités, bien sûr, pour aller voir la Joconde. En tant que critique de bande dessinée, je suis impressionné du rôle que dans les musées accordent maintenant à la bande dessinée. Le Louvre, Orsay, chaque année on a la bande dessinée de service, qui est supposée attirer un nouveau public, ce qui n'est pas du tout certain. Ça, c'est pas. Alors, donc, on a d'un côté cette force, de l'autre côté ces ambiguïtés, et il y a un pare-feu, si je peux dire, enfin, je ne dis pas ça de manière défensive, mais c'est la connaissance. Ça, c'est incontestable. Alors, le problème, c'est de savoir de quelle connaissance s'agit-il. Et c'est là où, évidemment, il y a peut-être un débat. Je risque de vous choquer, parce que je ne connais pas suffisamment le monde des archives pour intervenir de manière de cette place dans ce monde. Dans la salle, ça serait plus facile si je posais une question, en quelque sorte. Il est certain que pour nous, quand on regarde un peu les enseignements de ces très nombreuses études économiques qu'on a eues depuis une quarantaine d'années, plus d'ailleurs, je tiens à vous dire, dans les pays étrangers qu'en France. Parce qu'en France, il y a quand même la logique, la culture, c'est au-dessus de tout, donc tout ce qui est susceptible de compromettre ça, attention. Oui, c'est un peu vulgaire quand même. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit deux choses, et là vous allez voir qu'on peut se rejoindre au moins sur certains points. La première chose, c'est que effectivement, c'est une connaissance qui porte sur le long terme, que ce soit en termes d'expérience acquise comme de prévision. Ça, c'est très simple. Et nous, on le voit bien quand on arrive à montrer qu'il y a effectivement des effets positifs du patrimoine, c'est parce qu'on a parié sur une certaine stabilité, sur une certaine mémoire, et qu'on a réussi à développer cette mémoire en prenant le temps. Ça, c'est très important. Un second élément qui est aussi très important, qui est peut-être plus surprenant pour vous, mais qui vraiment alors est très important pour nous, et qui d'ailleurs traverse aujourd'hui l'UNESCO de manière assez orthogonale, c'est de mettre une bonne fois pour toutes la distinction entre patrimoine matériel et patrimoine immatériel de côté, si je peux dire. Cette distinction est dramatique. Dire qu'il y a les monuments d'un côté et les hommes de l'autre, c'est dramatique. Alors, je suis sûr que je ne connais pas bien le monde des archives, mais je sais qu'il fait très attention aux archives des gens aussi. C'est pas le problème en quelque sorte. Mais je pense que ce thème-là doit être renforcé, et que ce rapport en quelque sorte entre les gens et leurs biens communs doit être absolument renforcé. Donc je pense que c'est dans des directions-là. Il faut absolument consolider les connaissances, et il faut que ces connaissances je ne dirais pas s'élargissent, mais prennent bien en compte ces dimensions. Il y en a d'autres sur lesquelles je pourrais insister, mais je vais m'arrêter là parce que le temps passe. Mais pour finir, je vais terminer par puisque nous sommes sous le signe des présidents de la République aujourd'hui, Simon Desrois. Encore que... Bon. Il y avait un président de la République qui avait dit, moi j'ai trouvé ça formidable, hein, j'avais une magnifique comme définition, que les économistes c'était les architectes de la société civile. Bon. Je pense que les chartistes devraient aussi être des architectes de la société civile, et de ce point de vue-là, je m'en réjouis tout à fait. Merci. Très bien, belle formule. Là aussi, on a envie de revenir sur quantité de pistes. Bon, on verra si on en a le temps, mais l'essentiel c'est que l'école puisse continuer à moudre ce grain. Bon, on va conserver cette métaphore encore 30 secondes. Je donne maintenant la parole à Jean-Claude Vaquet, dont je rappelle qu'il est peut-être fondamentalement un chercheur, mais qui est de plus en plus quelqu'un qui joue un rôle... alors, on va le qualifier d'administratif, mais là, c'est un peu restrictif. En tous les cas, de responsable d'un établissement, en tous les cas, d'un établissement plus qu'en préfiguration, là, on est passé au-delà du virtuel, qui est le campus Condorcet. Et je pense que c'est peut-être déjà la première chose à lui demander, c'est de rappeler ce que c'est que ce campus, et quelle est la place que l'école y occupe.
Non seulement il occupera, mais déjà il occupe. Merci de m'avoir invité à prendre part à cette table ronde, cette occasion historique pour l'école des Chartes. Vous me demandez ce que signifie finalement le campus Condorcet pour l'école des Chartes. Ce campus, je le rappelle, pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, c'est le projet et petit à petit la réalisation d'un campus de sciences humaines et sociales porté par 10 établissements, dont l'école des Chartes, au nord de Paris, sur 2 sites, dont l'un à Aubervilliers. À Aubervilliers, un campus tourné vers les formations les plus avancées, master, doctorat, et la recherche, destinée à accueillir environ 100 unités de recherche, 4500 doctorants. Un campus que l'État a accueilli dans le cadre de l'opération Campus, et mon voisin s'en souvient, qui a été doté fortement généreusement par l'État et par les collectivités territoriales, ce qui lui permet d'être maintenant en acte avec la livraison à l'horizon 2019, qui n'est pas finalement très très lointaine, d'une première vague de bâtiments qui représenteront environ 100 000 mètres carrés sur le site d'Aubervilliers, entre locaux d'accueil d'unités de recherche et équipements mutualisés, au premier rang desquels une grande bibliothèque qui en réunira 50 actuellement dispersés. Alors, qu'est-ce que signifie ce projet pour l'école des Chartes qui s'y est engagée depuis l'origine? L'école des Chartes a été parmi les premiers établissements à rejoindre le projet de campus. Pour répondre à cette question, on peut partir de 2 autres questions qui me sont finalement souvent posées. Premièrement, qu'est-ce que l'école fait là-dedans? D'autant que c'est en Seine-Saint-Denis. Donc, deuxième question, qu'est-ce que ce campus peut bien apporter à l'école des Chartes? Comment donc, et c'est la première question à laquelle j'essaierai de répondre, l'engagement de l'école dans le campus se situe dans la trajectoire de longue durée de l'école, et comment aussi, deuxième question, l'école peut-elle tirer profit de son engagement dans ce projet-là? Puis j'ajouterai pour finir 2 ou 3 remarques. Première question, donc, comment l'école des Chartes, comment l'engagement de l'école dans le projet de campus se situe de façon un peu globale, dans la longue durée, dans la trajectoire de l'école? Alors je répondrai à cette question en partant de ce que j'appellerais l'équation de l'école des Chartes, telle que je peux la voir moi-même, sur la base d'une fréquentation de l'école qui date de 45 ans, ce sera bientôt 50, et d'une fréquentation familiale de l'école qui date de 110 ans. Certains reculent. Alors voilà, moi il me semble que quand on considère l'école des Chartes, on voit 2 choses. Premièrement, on voit un établissement qui doit toujours revendiquer, mais aussi expliquer, faire comprendre, faire admettre, faire évoluer, sans se renier, une singularité. Une singularité fondée sur une tradition intellectuelle forte, dont vous avez parlé, parce que cette singularité-là, c'est sa raison d'être. Et en même temps, deuxième aspect des choses, on voit une école qui doit maintenir, renouveler, enrichir sans cesse ses partenariats dans le monde de la culture au sens large, mais aussi dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Parce que ces partenariats, non seulement sont pour elle le moyen de valoriser sa singularité, mais aussi parce qu'ils sont, à bien des égards, la condition de sa survie. En d'autres termes, et pour résumer ce premier aspect des choses, on peut dire que l'école des Chartes est unique et qu'elle incarne cette unicité à travers sa nature de grand établissement. Mais en même temps, l'école des Chartes est petite. Et parce qu'elle est petite, elle ne peut pas vivre seule. Elle est donc l'école confrontée à un premier défi qui est celui d'avancer toujours, simultanément, sur ses 2 voies. En parcourant l'une, en parcourant l'autre, sans perdre de vue l'une et sans perdre de vue l'autre. Et puis l'école, en même temps, elle doit aussi, sans cesse, et je pense que c'est un deuxième défi, exprimer toujours les 2 faces de son identité. D'une part, 2 faces d'ailleurs qui ne s'excluent pas, mais bien au contraire se recouvrent et se complètent. D'une part, exprimer son attachement historique
et légitime à des métiers, ceux du patrimoine dont vous avez parlé. Et puis, en même temps, confirmer son engagement de toujours dans la recherche et la production des savoirs. Et ces deux défis-là, l'École des Chartes doit constamment les relever pour se repositionner dans un monde qui est marqué par des transformations institutionnelles, par des évolutions scientifiques qui paraissent mettre en cause sa singularité de toujours, et puis par des opportunités considérables dans le domaine, et ça a été dit, de l'économie numérique, de l'économie de la culture, de l'économie du patrimoine dont il vient d'être parlé. Lorsqu'on regarde l'École des Chartes dans une certaine durée, avec un certain recul, on voit qu'avec la discrétion qui lui est propre, ces défis, elle les a relevés. Elle les a assumés de façon finalement efficace. On voit bien que tout en maintenant ce qui la rendait unique, elle a investi de nouveaux champs, par exemple le numérique. Elle a su investir de nouveaux cursus, master, doctorat. Elle a su intégrer des structures qu'elle ne possédait pas à l'origine, des équipes d'accueil, des équipes de recherche contractualisées. Et puis, elle est entrée dans des partenariats. Le plus important pour elle, actuellement, c'est certainement son partenariat dans la commu, PSL, dont il sera parlé à l'instant. Un autre partenariat, c'est celui qu'elle entretient à l'intérieur de l'établissement public Campus Condorcet. Ce que je voudrais dire par ce bref rappel, c'est que l'engagement de l'école dans le projet de campus, tel que je le vois et tel que je le comprends, n'est en aucune façon un accident. Ce n'est pas un accident. Ce choix, qui a été pris tôt, et qui n'a jamais été renié depuis, ni remis en question, ce choix, il appartient à un ensemble. Il accompagne des changements et des transformations profondes. Il constitue l'une des réponses de l'école aux défis auxquels elle se trouve sans cesse confrontée. Pour autant, on peut se demander, deuxième point, ce que le campus Condorcet apportera à l'école des Chartes. Ce qui lui apportera en premier lieu, c'est évidemment le plus évident, puisqu'il s'agit de construire une nouvelle infrastructure, une nouvelle structure bâtimentaire, en particulier de recherche. Ce que le campus apportera à l'école, de la façon la plus immédiate, la plus évidente, ce sont des moyens matériels, des moyens bâtimentaires, en rapport avec ces développements les plus récents. Puisque le campus a vocation à accueillir les doctorants de l'École des Chartes, il a vocation à accueillir l'équipe d'accueil de l'École des Chartes, il a vocation à accueillir le laboratoire d'archéologie de l'École des Chartes, sans parler du comité des travaux historiques et scientifiques. Deuxième point, le campus permettra à l'École des Chartes d'accéder à des moyens mutualisés, à des équipements qui ne sont pas à la portée d'un établissement isolé, qu'il soit relativement petit comme l'École des Chartes, ou qu'il soit même beaucoup plus grand, comme les autres membres fondateurs du campus. Je veux parler de la bibliothèque d'environ 1 million d'unités documentaires, entièrement en libre accès, avec des services numériques importants. Je veux parler de l'hôtel à projet, 250 postes de travail pour accueillir des programmes nationaux et internationaux, temporaires, de recherche. Je veux parler d'une maison des chercheurs qui permettra d'accueillir en permanence une centaine d'enseignants-chercheurs et de chercheurs étrangers, et d'un centre de colloques. Tout ceci forme un ensemble. Et un ensemble dont on voit qu'il résonne avec le défi de l'international que l'École des Chartes, comme tous les établissements, doit relever. Et puis enfin, troisième intérêt, me semble-t-il, troisième apport du campus pour l'école, sur le campus. Sur le campus, l'école pourra côtoyer des forces scientifiques qui sont en rapport direct avec ses intérêts. Elle y retrouvera ses partenaires de la commu Paris Sciences Lettres, l'École pratique des hautes études, l'École des hautes études en sciences sociales et certaines de leurs équipes qui lui sont particulièrement proches, comme l'équipe SAPRAT de l'École pratique des hautes études. Mais elle y trouvera aussi le CNRS avec l'Institut de recherche et d'histoire des textes, le CNRS et l'École pratique des hautes études avec le laboratoire d'études des monothéismes. Bref, quantité d'équipes qui résonnent précisément avec la tradition intellectuelle dont vous avez parlé. Mais aussi l'UMS ou Manum, qui porte le projet des humanités numériques à l'échelle nationale, dont le campus a la tutelle et qui résonne, lui, elle aussi, cette unité, avec un certain nombre des évolutions récentes qui caractérisent l'École des Chartes et qui marquent sa grande capacité d'adaptation à un monde en transformation. Bref, et en un mot, ce que le campus peut apporter à l'école, ce sont des moyens de fonctionnement, ce sont les leviers de synergie
plus forte, ce sont des opportunités de développer son action internationale. C'est globalement l'instrument d'une plus grande visibilité, pour autant bien sûr qu'on puisse augmenter la visibilité de l'École des Chartes. 2 remarques pour terminer. On pourrait me dire, finalement, l'École des Chartes, à l'époque où j'y suis entré, et moi-même, au début des années 70, l'École des Chartes, au fond, elle était dans une situation qui était un peu la même à la Sorbonne que la situation actuelle. Elle avait son siège, et puis elle était dans un grand site universitaire, dans une espèce de campus. Ouais, quand on regarde les choses, on voit que c'est quand même très différent. Certes, l'école avait son siège à la Sorbonne, c'est vrai, mais il y a un petit détail quand même qu'il faut rappeler, c'est que à l'entrée de l'École des Chartes, il y a une pancarte. La Sorbonne, c'est la porte à côté. Parce qu'évidemment, beaucoup de gens se trompaient. Beaucoup de gens se trompaient et donc avaient du mal à identifier l'école en tant que telle, séparément. Bon. Et puis la Sorbonne, par ailleurs, la Sorbonne, on était dedans, mais début des années 70, il y a longtemps, il y a longtemps. On n'était pas dedans. La Sorbonne, c'était la maison d'en face, comme on disait, qu'on regardait depuis les fenêtres. Eh bien, je dirais que la structure immobilière dont nous allons inaugurer une partie aujourd'hui et dont nous sommes en train de construire l'autre, cette structure, elle reprend, mais en même temps, elle perfectionne considérablement celle que je viens de citer. Parce qu'avec la rue de Richelieu, le bâtiment dans lequel nous nous trouvons, l'école identifie fortement, beaucoup plus fortement qu'à la Sorbonne, sa nature d'établissement. Elle a un siège et ce siège se voit. Et avec le campus, elle identifie beaucoup plus fortement qu'elle ne le faisait dans le sein des seins de l'université dans les années 70, cette dimension de participation, de partenariat avec le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et puis enfin, dernière remarque, réponse à une autre question qui m'est souvent posée, me dit, oui mais alors, et là mon voisin aura d'autres éléments de réponse, mais alors on ne comprend pas très bien, parce que l'École des Chartes, le campus Condorcet, qui est un EPCS comme les presses, alors c'est une commune ou c'est pas une commune? Alors je tiens à préciser, pour que ce soit clair, que le campus Condorcet n'est pas une commune, il n'a jamais été une commune, il ne sera jamais une commune, la loi d'ailleurs lui indique qu'il ne peut pas le devenir. Il n'a jamais rêvé de l'être. Il n'a jamais rêvé de l'être. Le campus est un objet à part. Il repose sur un projet scientifique, mais il est fondamentalement le projet d'une infrastructure scientifique. Il est le projet d'un grand outil pour les sciences humaines, qui permet aux forces scientifiques qui le rejoignent de travailler mieux et de travailler plus. Pour autant, la politique scientifique de ces établissements, eh bien, cette politique scientifique, elle dépend d'eux et elle dépend des communes. Et avec cette dernière remarque, j'ouvre une transition vers l'exposé de vos habiletés. Mais merci Jean-Claude Vaquet de faire mon travail et excellemment. C'est vrai qu'en même temps, on aura remarqué que sans s'être concerté, Jean-Claude Vaquet dialoguait aussi avec Xavier Greffe, c'est-à-dire qu'on sentait bien qu'il y a, et depuis toujours, mais plus perceptible au XXIe siècle qu'au XIXe siècle, le poids de toute une dimension économique, et en même temps il y a des spécificités françaises. On aura peut-être 30 secondes pour revenir sur la dimension école nationale des Chartes, et pas simplement parce que c'est une école nationale parmi d'autres, mais enfin quand on voit les circonstances, vous voyez, même si c'était juste avant la chute de Charles X, quand même, il y a un certain Guizot qui est pas très loin de tout ça, bon, on voit bien quand même que cette école est très très attachée à l'identité nationale, bon, et pour moi c'est pas du tout péjoratif, au contraire. Et donc nous sommes aussi un pays d'État, et quand même, on voit bien que là, on a encore un grand projet. Alors, faudra-t-il parler au passé, un grand projet où les pouvoirs publics, alors, effectivement, pas que l'État, les collectivités locales, mais donc les pouvoirs publics centraux et les collectivités locales sont directement impliqués. Et c'est sans doute ça qui fait ce qu'il reste de spécificité française. Mais bon, je ne sais pas ce qu'en pense Thierry Coulon. En tous les cas, je ne lui demande pas d'intervenir déjà sur cette vaste question, mais de prendre effectivement le relais que lui a tendu Jean-Claude. C'est-à-dire, d'abord, à la limite, nous préciser, parce que je pense que c'est utile, peut-être pas de ce côté de la scène, mais dans la salle, préciser ce que c'est en règle générale une commu, ou commue, mais enfin commu. Et puis, qu'est-ce que c'est que PSL, là? Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous prier de m'excuser pour mon arrivée tardive. Le banlieusard, dès le matin, a l'occasion de réfléchir sur les notions de circulation, de densité, voilà, de relations entre l'État et les collectivités territoriales, et aussi il a l'occasion de réfléchir à la notion d'investissement sur le long terme. Voilà. Je suis très heureux d'être parmi vous parce que
enfin, un des aspects agréables du métier, c'est le métier de président de la commune PSL, c'est précisément d'aller dans les établissements et de voir des gens toujours extrêmement intéressants et toujours très différents. Donc là, je crois voir des enseignants de l'école, je crois voir ce que j'imagine être de jeunes futurs chartistes, archivistes paléographes. Je sens, voilà, on va sans doute pas avoir l'occasion d'échanger beaucoup, mais c'est déjà un premier contact, et après tout, ça vous sera peut-être pas inutile que je raconte un petit peu l'histoire de PSL et pourquoi les chartes, me semble-t-il, y ont une place intéressante pour nous et peut-être intéressante pour vous, enfin je l'espère. Jean-Claude a déjà caractérisé, je ne vais pas vous parler en détail de l'école des chartes, je devrais rappeler que je suis en extériorité, je suis dans cette salle le plus en extériorité, je suis un pauvre mathématicien. On va faire un concours d'extériorité. Non, alors là je gagne le mathématicien, mais les grandes caractéristiques, Jean-Claude les a rappelées. C'est un établissement qui est excellent, non seulement parce qu'il sélectionne d'une manière extrêmement exigeante et qu'il forme à un haut niveau, mais c'est un établissement qui est excellent parce qu'il a changé une science. Voilà, il a pris une histoire qui hésitait entre le récit agréable des faits et puis la justification d'une théorie politique, et il en a fait une science, c'est-à-dire basée sur l'étude précise des documents. Et bon, alors voilà, tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir été à l'origine d'une telle bifurcation dans la vie intellectuelle. C'est un établissement qui a conservé de ce geste-là une originalité profonde, vous l'avez tous dit. Il a un modèle de formation qui est original aussi. La thèse de l'école et la manière dont elle peut s'articuler avec le doctorat. Elle a un univers professionnel propre, l'univers des bibliothèques, l'univers des conservateurs, l'univers patrimonial auquel a été fait allusion. Et en plus, il se trouve que circonstances historiques, circonstances dans les étapes de l'humanité, la transformation du numérique, vous l'avez dit, transforme vos disciplines, les sublime d'une certaine manière, au moment où, peut-être d'une manière plus vive, parfois plus douloureuse, la question du patrimoine est posée dans nos sociétés, et qu'on pense à ce qui se passe au Moyen-Orient, etc., il se trouve qu'il y a une transformation totale qui vous met de plein pied avec d'autres transformations de l'univers intellectuel. Alors, le deuxième grand sujet, c'est qu'il y a des choses qui se passent dans le paysage universitaire. Ces choses sont superficiellement vues comme un choc externe, Shanghai, etc., la nécessité de la taille, tout ça, c'est évidemment, ça passe très largement à côté de la question. La véritable question, c'est que ce pays a produit des institutions universitaires et des entreprises, d'une certaine manière, des entreprises intellectuelles d'une très grande valeur, mais en même temps qu'il les constituait, ou pour les constituer, il élevait un certain nombre de barrières. Il se protégeait. D'abord, l'ensemble du système, je me suis permis de dire hier dans d'autres circonstances que le ministère, d'une certaine manière, ça a été une manière de protéger le système de la réalité, c'est-à-dire la réalité du mouvement des étudiants, du mouvement des enseignants-chercheurs, etc., parce qu'on est dans un pays de régulation, mais on est en train de changer un petit peu de régulation. Donc, d'une certaine manière, l'enseignement supérieur français, disons-le, c'est un peu provincialisé. D'une certaine, dans sa relation avec l'international. Partiellement, parce qu'il y a aussi de grands mouvements d'internationalisation, on le sait. Et d'autre part, il a établi un certain nombre de barrières entre universités et grandes écoles, entre grandes écoles et organismes de recherche, et puis derrière le CNRS, il y a le CEA, et derrière les écoles, il y a les écoles publiques, il y a les écoles privées, etc. On a bâti un système à la fois de poupée russe et de cloisonnement, dont aujourd'hui, dont depuis quelques décennies, on comprend les limites et à quel point cela nous bride. Et donc, tu as parfaitement posé le problème, Jean-Claude. Comment est-ce qu'on maintient une singularité tout en établissant avec l'extérieur, avec les autres disciplines, avec le paysage international, des relations plus productives? C'est le problème que toutes les institutions françaises ont eu. Alors, dans ce mouvement, il y a les communes. Je n'aime pas parler de PSL comme d'une commune, parce qu'il faudrait en parler comme un ancien presse, comme quelque chose qui a été au plan campus, comme d'une initiative d'excellence. C'est autrement plus important en termes de ressources. Et puis après tout ça, ce sont des béquilles, des échelles, des échafaudages. Il y a un projet qui, à la fois, lui aussi, doit expliquer sa singularité,
et puis qui doit être en relation avec d'autres projets, avec un autre paysage. Et finalement, on convaincra, si on convainc sur notre efficacité, notre singularité, mais aussi sur notre relation avec le reste du paysage. Alors, dans ce mouvement qui s'est produit de constitution de grandes alliances, Saclay, Sorbonne Université, PSL, comment dire, les progrès assez stupéfiants qu'on a eu en province. Enfin, qui aurait pensé que Marseille serait dans la situation, il y a 10 ans, serait capable de surmonter un certain nombre de oppositions, ne serait-ce qu'entre Aix et Marseille, etc., etc. Donc on a un paysage qui s'est transformé et qui en particulier s'est simplifié. Il y a la vieille histoire de la couche supplémentaire, et est-ce qu'on ne se bureaucratise pas, etc. Il y a la vieille histoire aussi de quelle relation identitaire entre l'enseignant-chercheur et son institution. Mais cette histoire-là n'est pas nouvelle. Ce qui est profondément nouveau, surtout si on réussit notre affaire, c'est que le paysage se décrit maintenant par quelques grands paramètres. Il y a quelques grandes alliances qui évoluent. C'est de nature à convaincre les pouvoirs, à rassurer les pouvoirs publics, c'est de nature à établir des relations plus simples avec nos partenaires internationaux. On va la semaine prochaine à NYU, on va voir Harvard, MIT, etc. Ça se raconte, le type d'entreprise qu'on a, et ça se raconte aussi aux entreprises, à la société civile, qui après tout, directement ou indirectement, nous finance, et il n'y a pas de raison qu'on ne leur rende pas compte, après tout, des entreprises qu'on essaie de construire. Alors, dans la constitution de cette alliance, il y a eu des éléments de contingence, indéniables. Et il y a eu des remembrements ou des changements d'alliance. Effectivement, l'école des Chartes, de la même manière que l'école des hautes études en sciences sociales, ou en même temps, plutôt que de la même manière, en même temps que l'école des hautes études en sciences sociales, que l'école pratique des hautes études, et que l'école française d'Extrême-Orient, a rejoint PSL. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un kriegspiel qui n'a pas de sens? Est-ce que c'est une ruse de la raison? Est-ce qu'il va y avoir une rationalité? Est-ce qu'il faut être hégélien et penser ou physicien et dire on fait du recul simulé et donc ça converge vers quelque chose qui a de plus en plus de sens? Je pense qu'il faut utiliser un petit peu toutes ces métaphores, mais il y a une raison profonde pour laquelle les chartes, me semble-t-il, ont bien fait de choisir PSL. Qu'est-ce que c'est que PSL? Il est temps que je vous le dise. PSL, c'est l'alliance. Alors, élément de contingence, il faut tout de suite que je rappelle, sur la base du volontariat. C'est-à-dire que dans le processus des initiatives d'excellence, pour une fois, l'État a eu la sagesse de se lier les mains, en donnant les clés à un jury international, et non pas au ministère, aux administrations, d'une part, et d'autre part, no rules, no limits, faites ce que vous voulez, construisez le projet alliez-vous avec qui vous avez envie de vous allier, construisez le projet qui vous plaît, et qui vous paraît de nature à mériter la confiance de l'État à travers le jury international. Donc ça, c'est autrement plus productif que les alliances. Il y a un certain rapport qui s'est prononcé sur ce qu'il fallait faire, sur ce que l'État devrait dire qu'il faut faire sur un certain plateau venteux au sud de Paris. Même si on arrive à la même solution, ça n'est pas la même chose que de l'avoir par un délégué interministériel et de l'avoir si les acteurs se sont parlé et se sont choisis. Donc il y a un élément très important, c'est que l'école des Chartes a choisi PSL et PSL a choisi l'école des Chartes. Et alors, quel est le sens de cette affaire? PSL, c'est une alliance d'établissements qui ont partagé une analyse. Ils se considèrent, et ils le sont, comme excellents, ils sont de relativement petite taille, ils ont compris que dans les transformations dont j'ai parlé, pour se porter à l'international, pour avoir un certain nombre de grandes stratégies, il était nécessaire de penser ces relations d'une manière effectivement un peu différente de la porte à côté, c'est le voisin, c'est la porte à côté, etc., d'une manière plus construite. Ils ont souhaité le faire avec un principe de subsidiarité et un principe de collégialité qui signifie que précisément la force de PSL, c'est la force des identités des écoles. Qu'y a-t-il ? Il y a l'école normale supérieure, il y a les mines, mais enfin, l'école normale supérieure, il n'y a pas besoin d'en parler longtemps ni de rappeler les liens intellectuels que vous entretenez avec elle, mais parlons un peu de Mines ParisTech, parce que c'est un modèle très différent du vôtre. Mines ParisTech, c'est une école d'abord qui porte une grande partie de l'histoire industrielle de ce pays, qui a un rapport avec une production des élites qui est un peu critiquée, qui a des limites, parce qu'elle est effectivement un petit peu trop cloisonnée, elle manque de flexibilité, mais qui est quand même aussi magnifique et très efficace. Enfin, je veux dire, bien qu'on balance le corps des mines comme dépassé, on pourrait peut-être réfléchir plutôt à la manière dont le corps des mines peut un peu mieux servir la société aujourd'hui. Mines ParisTech
a besoin, je parle d'une autre école d'une certaine manière pour faire comprendre que c'est la même chose, c'est-à-dire que vous avez des singularités, mais des singularités qui ont besoin de la diversité. Autrement dit, Mines ParisTech préfère être chez nous, avec des gens en apparence très différents. Prenons l'exemple des arts décoratifs. Les arts décoratifs sont là. Si on parle de design de luxe, pensez bien que les mines s'intéressent à l'industrie du luxe et au design et ont compris qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire de ce côté-là. Avec qui vont-ils le faire? Avec les arts décoratifs. De la même manière, les chartes se trouvent d'une manière très naturelle, non seulement dans le cercle des 4 nouveaux entrants, bon, évidemment, qui est un cercle absolument naturel, mais enfin avec l'école normale supérieure, avec les beaux-arts, avec les autres écoles d'art, parce qu'une singularité de PSL, c'est que nous avons les 2 conservatoires, la FEMIS, les arts déco et les beaux-arts, oui, que je viens de citer, 5 écoles d'art magnifiques. Je vous disais que c'est un plaisir d'être président de PSL. Si vous voulez, quand je suis allé voir la FEMIS, j'étais en hyperventilation. Enfin, voilà, c'est quand même de très belles institutions, mais qui, une fois de plus, veulent vivre leur vie dans un univers coordonné, où elles sont confrontées à d'autres singularités, et où l'Alliance les respecte. Je crois que c'est ce qu'on essaye de faire. Je vais conclure en disant qu'un autre grand problème qui se pose, c'est celui justement de la relation avec l'extérieur. Et Jean-Claude a très bien caractérisé la situation, la place de Condorcet. Une des premières questions qu'on m'a posées quand je me suis intéressé à ce rôle, le président de PSL, c'est alors Condorcet, que vas-tu en penser? Mais Condorcet, c'est un espace pour les sciences humaines et sociales au nord de Paris. On a besoin d'espace, on a besoin d'avoir les sciences humaines et sociales ont besoin d'infrastructures, elles en ont manqué pendant longtemps. C'est une opportunité magnifique. De plus, et donc je suis là d'abord d'un pragmatisme à tout casser, mais d'autre part, je pense que PSL est un cercle extrêmement productif, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne réussira que si l'entretien avec un certain nombre d'autres grands cercles, des relations productives. Il est clair que, pour tout un tas de raisons, nous avons un front commun avec l'université Pierre et Marie Curie dans le domaine des sciences. On a un grand nombre le laboratoire Kastler-Brossel, qui est la grande physique française, c'est PSL et l'UPMC. Mais sur le plan des sciences, des humanités, des sciences de l'érudition, etc., il faut que vous continuiez à parler à Paris 1 et à Paris 4, évidemment. Si le dialogue peut être plus structuré parce qu'il est simplifié, ce sera meilleur. À Condorcet, nous y sommes, d'autres y sont, qui sont en interaction extrêmement forte avec nous. Je vais te rappeler que le CNRS est membre de PSL aussi, il n'est pas membre que de PSL, c'est la distinction. Et peut-être une dernière remarque sur le rôle, sur ce qu'apportent les chartes. Humanité numérique, évidemment, mais aussi le lien avec les grands établissements culturels. Pour PSL, ça va être extrêmement important, et tous les appareillements que vous pouvez faire avec les écoles. Je voudrais dire une dernière chose, c'est que vous êtes aujourd'hui dans... Enfin, deux choses. La première, c'est que vous avez parlé, Pascal Delat, du rôle de l'État, vous aussi, vous avez parlé. Il y a le rôle de l'État, il y a le rôle des acteurs. L'État est capable de porter de grands projets scientifiques. Je pense que l'époque est à une régulation d'une nature différente et une intervention plus grande des acteurs. Si Condorcet est porté par des grands acteurs intellectuels, en partenariat avec l'État évidemment qui finance, si PSL joue son rôle, on va se trouver dans un système plus équilibré où de grandes institutions mènent un jeu collectif pour une mission de service public. Et la conclusion, c'est qu'aujourd'hui vous êtes dans la lumière, et je m'en réjouis très profondément, de la même manière qu'hier ou avant-hier dans Le Monde, je fais un peu le sens du temps, on a un magnifique article sur un de nos projets phares qui est le CPES, qui est une formation ouverte, à la fois exigeante mais ouverte, etc. etc. J'espère que vous avez lu le Monde à ce sujet. Eh bien, tout ce qui met les établissements dans la lumière, ça construit le récit PSL, et un jour la société comprendra que tout ça, c'est lié d'une certaine manière par une belle entreprise. Merci Thierry Coulon. Ce sera un beau travail pour les chartistes futurs de travailler sur l'archive
de ces grands projets, campus, et on leur souhaite bien du courage. Les communes, oui, les archives ne sont pas encore complètement ouvertes, on va demander beaucoup de dérogations. Mais on en garde quelques-unes savoureuses pour vous, pour les générations futures. C'est certain. Et je voudrais à cette occasion, me tournant vers le directeur, lui dire que je lui transmets les salutations de mon président, parisien, Philippe Boutry, qui m'a demandé de représenter Paris à cette occasion, mais il comprendra ce que je veux dire par ces paroles. Monsieur le directeur, il nous reste vraiment combien de minutes? Utile, comme on dit au cinéma, une dizaine de minutes? Voilà. Alors une dizaine de minutes, ça permet peut-être Je viens d'apprendre qu'il n'était pas nécessaire finalement d'enlever les chaises de cette salle. Voilà, bah voilà. Ça change tout. Ça change tout. Voilà. La conception matérialiste de la société fait qu'il ne faut pas bouger les chaises. Ceux qui sont assis sur les chaises peuvent rester, vous voyez, on passe. Là, je ne sais pas si c'est du back-office, mais enfin, il y a des gens qui sont sur les chaises. Voilà. Bon, alors, une dizaine de minutes, voire peut-être un tout petit peu plus. On pourrait reprendre toutes ces questions. On voit bien quand même, si on structure à la SERP, hein, si on structure les défis qui se présentent à l'horizon de l'école. Bon, la métaphore du défi peut faire bâiller, quelle rhétorique, oui, mais enfin, après tout, je pense que ce n'est pas nouveau. La société médiévale, me semble-t-il, est incompréhensible sur la notion de défi, par exemple. Donc, c'est pas simplement une rhétorique 2015 de dire oui, on affronte des défis. Bon, ben, oui, voilà. Parmi ceux-là, moi, je vois un défi qu'on pourra qualifier de politique, qui est dominé dans le cadre du modèle français par ce qu'on peut quand même appeler le désengagement de l'État. Enfin, en tous les cas, un changement des règles du jeu d'acteur, quoi. Voilà. Et donc on est tous d'accord là-dessus. On peut sortir son mouchoir ou pas, bon, c'est ainsi. Je vois aussi, je me tourne en particulier vers Xavier, je vois aussi que la France, l'Europe occidentale, l'Europe, l'Occident, voire la planète, quand on parle par exemple des difficultés des économies émergentes à leur tour, on peut dire qu'on n'en a pas fini avec une image perturbée de l'économie. C'est-à-dire que l'économie, c'est à la fois un certain nombre de supposées lois, etc., puis en même temps, c'est une infinie variété de perturbations, de bifurcations, de crises, de récessions, de restrictions, etc. Pas que, bien entendu, c'est même fondamentalement, je pense, quand même un dynamisme, mais l'école a à tenir compte aussi de ça. De toute façon, on ne lui donnera pas le choix. Elle aura à en tenir compte et il ne faut pas s'attrister d'ailleurs qu'elle n'ait pas complètement le choix à ce stade. Et puis il y avait évidemment tout ce qui va être du domaine. Je considère que c'est pas non plus une rhétorique si on utilise le terme de révolution culturelle, surtout si on met au pluriel, et quand on parle de la numérisation, quand on parle de la virtualisation ou de la kitschisation, on est effectivement au cœur des révolutions culturelles. Qu'une école comme alors je dirais la vôtre, la nôtre, je me considère comme tout à fait solidaire, puisque c'est quand même la grande école de l'histoire, avec un grand H, bon, peut-être avec sa grande H aussi, comme disait Pérec. Bon, oui, surtout en ce moment, je trouve que 2015, la métaphore de Pérec est quand même assez forte. Bon, on voit bien les défis, alors on aurait besoin de 5 heures pour, non pas les relever, mais pour les reprendre. Je voudrais simplement redonner, pour terminer la parole aux 4 intervenants, sur simplement, comme je l'avais annoncé, mais alors, en quelques mots à chaque fois, pardonnez-moi, sur l'importance de la dimension internationale là-dessus. Je reviens quand même sur les origines, la restauration de la monarchie de Juillet, etc., Guizot, Michelet, le reste. Je dis très volontairement international. C'est-à-dire qu'à mon sens, et ce qui se passe depuis quelques mois, bon, quelques années, bon, attendons le recul évidemment, en bons historiens, enfin, confirme qu'on a intérêt à raisonner en international et peut-être pas trop en supranational, voire global. Je rappelle que globe, en anglais, c'est la planète. Donc, la planète, certes, Global Village, un village qui s'appelle Planète et qui ne s'appelle pas simplement Saint-Aubin de Lan, d'accord. Mais en même temps, on voit bien que l'international n'est pas tout à fait obsolète. Bon. Donc une école qui a une forte identité nationale peut justement dialoguer dans l'international, me semble-t-il. Donc je voudrais simplement passer le mistigris de l'international à chacun des intervenants. Comment voit-il, de son point de vue, de sa fenêtre, la dimension internationale et comment l'école, puisqu'elle est éminemment nationale, et pas simplement parce que c'est l'adjectif numéro 2, école nationale, comment voyez-vous, mes chers collègues, cette dimension internationale de l'école ?
pense que le point de vue du latiniste, de ce point de vue-là, est forcément biaisé. Puisque le latin est par essence une langue internationale depuis l'Antiquité. Il est resté dans le cadre du Moyen-Âge occidental, dans le cadre de la République des lettres, telle qu'elle s'est constituée à la Renaissance et qu'elle a survécu jusqu'au XVIIIe siècle. Et elle est encore restée au XIXe siècle en devenant une langue de spécialistes, une langue scientifique. Mais je crois que c'est vraiment un domaine dans lequel le savoir se construit dans le dialogue entre les différents pays, disons, de l'Europe occidentale et du monde américain. Et d'ailleurs de manière très équilibrée. Il n'y a pas particulièrement de primat du monde anglo-saxon dans la recherche philologique. L'Angleterre, les États-Unis y ont toute leur place, avec une tradition qui leur est spécifique, mais l'Allemagne a aussi son rayonnement et sa tradition, l'Espagne de même, et l'Italie a fortiori, puisqu'elle se perçoit, et à juste titre, comme le conservatoire de l'humanisme. Une petite anecdote personnelle, une de mes petites cousines a décidé en entrant en 6e de choisir le latin, et elle a dit, mais parce que je lis Harry Potter, je veux absolument comprendre toutes les formules latines qui sont trouvées. Voilà. La culture anglo-saxonne nous sert beaucoup. Xavier Greff, quel serait l'avis du sage économiste en direction de l'école des Chartes, qui lui est chère, je précise quand même, quand il s'agit de parler de sa confrontation à une dimension internationale qui ne peut pas ne pas frapper à sa porte? Bon, d'abord, je dois vous dire, enfin, il y aurait déjà un débat sur Global International. Oui, voilà. On va le laisser de côté parce que bien sûr. Bon. Moi, je vais prendre un exemple. J'ai beaucoup mieux compris les problèmes du patrimoine et du monument en travaillant avec les Japonais qu'avec d'autres Français. Pour l'avenir, pas pour aujourd'hui, pas pour aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense qu'il est vital que, à travers l'international, ce qui est important, c'est la différence de regard qui est portée par d'autres cultures, qui est importante. Et moi, je dirais, dans les jumelages ou les liens que vous avez, ou les partenariats que vous avez, il est important d'aller vers des gens qui sont très différents de nous, parce qu'on apprendra beaucoup mieux sur nous. C'est tout. Je crois que c'est une vieille leçon qui remonte au moins à Hérodote. Décidément. Voilà. Jean-Claude. Oui, je crois qu'on pourrait, en ce qui me concerne, repartir des deux notions d'unicité d'une part et de réseau d'autre part que j'évoquais à l'instant. Je pense que du point de vue de son rayonnement international, la grande force de l'école, c'est qu'elle est unique, et pas seulement en France, mais à une échelle beaucoup plus large. Il n'y a pas deux écoles des Chartes, il n'y en a qu'une. Et je pense que c'est quelque chose qui est un levier important de rayonnement international pour l'établissement. Ça peut être aussi un frein, à la mesure où l'école a une structure de formation qui ne s'intègre pas forcément bien par rapport dans les cursus des autres pays. Mais ça, je dirais que c'est un détail administratif, même s'il est important, qui doit être surmonté de façon à ce que l'école puisse vraiment valoriser au-delà des frontières de notre pays cette unicité qui fait, à mon avis, partout sa force. Et puis, en termes de réseau, je pense que ce qui peut constituer un grand atout pour l'école des Chartes, c'est précisément ce qui est souvent présenté comme une faiblesse, à tort, à mon avis. C'est son investissement dans des disciplines rares. Parce que les disciplines rares sont des disciplines extrêmement internationalisées. Et sans doute beaucoup plus que des disciplines moins rares. Je connais il se trouve que par un hasard des choses, j'ai suivi d'assez près pendant un certain temps ce qui se faisait en papyrologie, en particulier en papyrologie copte. Alors c'est pas une discipline très fréquentée, si je puis dire, mais c'est une discipline extraordinairement internationalisée, où une centaine peut-être de spécialistes répartis à l'échelle du globe, grâce à des moyens modernes, dialogue au quotidien d'un continent à un autre. Et je pense qu'il y a là, pour l'école des Chartes, une ressource tout à fait considérable et qui peut-être lui offre plus d'opportunités
que ce que pourraient espérer des établissements qui sont dans des situations plus classiques, d'une certaine façon. Oui, mais j'ai commencé en disant que j'ai passé la majeure partie des 3 dernières années en Australie et j'ai été frappé par le fait que c'était un pays qui avait un récit national, un rapport à son récit national beaucoup plus récent évidemment que le nôtre, mais très fort, un rapport très fort et beaucoup moins douloureux que le nôtre sur la question de l'identité nationale, etc., etc. Donc d'une certaine manière, je suis frappé par le fait que c'est une difficulté de la société française et le fait qu'une école soit liée au récit national et le travail et en parle d'une manière intelligente et scientifique, c'est évidemment un atout. Le deuxième point, c'est que sur le modèle institutionnel qu'on cherche à construire, rappelons-nous que le modèle d'Oxbridge, c'est quand même le modèle de l'Université de Paris qu'on a un peu laissé partir et qu'on a ensuite un petit peu oublié. Donc on est en train d'inventer un modèle. Il est clair que le modèle institutionnel qu'on cherche n'existe pas dans la loi française pour le moment. On est en train d'inventer un mode de fonctionnement collectif qui va se confronter à l'international, mais qui aura lui aussi une réalité nationale. Bon, plus concrètement, je vais la semaine prochaine avec un ensemble de collègues, on va voir NYU, on va voir Harvard, on va voir MIT, on va voir Columbia. À chaque fois, PSL va se présenter comme PSL, mais avec les directeurs d'établissement et en se fondant là aussi sur l'identité des établissements. Et une conclusion en ce qui concerne les chartes, je pense que l'ENC peut nous aider à investir le domaine européen d'une manière plus forte. Vous avez parlé de l'Allemagne, vous avez parlé de l'Espagne. Finalement, on y voit un petit peu moins clair. Nos alliances naturelles ne sont pas extrêmement claires et il va falloir se baser évidemment sur les réseaux naturels des établissements et essayer de les densifier au niveau de PSL et d'être là aussi d'apporter un peu de valeur ajoutée si on peut le faire. Merci. Donc, optimisme de la raison plutôt que pessimisme de la raison. Voilà. Je pense, monsieur le directeur, qu'on a peut-être anticipé vos désirs. On aurait pu encore discuter quelques minutes, mais je préfère que la discussion se poursuive peut-être de façon informelle entre nos invités et les élèves qui sont donc frustrés de la prise de parole. Mais leur prise de parole, ça va être leur vie. Hein, ce qu'ils vont faire dans un monde qui, en particulier, je me permets d'insister quand même là-dessus, sera plus que jamais inter-national. Merci. Cher Pascal, chers amis, Louis Gauthier, le président du conseil d'administration et moi-même vous remercions vivement de tout ce que vous nous avez dit. Je suis sûr que les élèves très présents ici ont compris un certain nombre d'éléments nouveaux qui vont devoir prendre en compte à la fois dans le cadre de leurs études et dans le cadre de leur carrière. Je remercie aussi toutes les personnalités qui sont venues nous aider en participant sympathiquement à tout ce qui a été dit et dont nous tirerons profit dans les semaines, les mois et ou encore les années à venir. Et les siècles à venir.